En même temps, on est un peu débarré, tu vois. Quand on arrive, on est là avec les caméras, on filme tout. C'est là que je me suis dit, waouh, je viens de passer 3 quarts d'heure avec un vendeur d'une enseigne sur des sites web de ses concurrents. Ça pue le sapin là. C'est l'art de gérer une startup scale-up avec du scale, mais en gérant par la trésor, avec une bonne gestion, en étant malin, etc., sans forcément faire une levée de fonds tous les 12 mois. Et je veux quand même donner des chiffres mais anonymisés. Le meilleur des magasins aujourd'hui, il arrive à cracher 12 millions d'euros en Figital sur un seul magasin. Bonjour et bienvenue dans Pour toutes ces bonnes raisons. Je suis Adrien Bernard, directeur merchandising et néo-entrepreneur. À travers ce podcast, je partage mes connaissances et celles de mes invités pour vous offrir un contenu riche et inspirant. Dans un commerce en constante évolution, je voulais, à travers ce podcast, aller au cœur du merchandising, du retail et de l'entrepreneuriat, le tout avec une touche de décontraction. Et donc aujourd'hui, je suis juste hyper content de recevoir Maxence Dissler. Alors Maxence Dissler, si vous ne le connaissez pas, voilà, on va pas se mentir, c'est le chevalier du Figital. Si vous ne savez pas ce qu'est le Figital, ça tombe bien, le podcast est fait pour vous. Voilà, vous allez voir, il est juste incroyable. C'est ça aussi la difficulté de ce podcast, parce que c'est tellement intéressant que j'ai pas pu couper et on a fait un podcast là qui va durer 1 heure. Donc je vous préviens, c'est long, mais les thèmes qui vont être abordés et surtout le partage d'expérience de Maxence est juste hyper intéressant. Voilà, donc bien évidemment, on va voir son parcours d'entrepreneur, comment il a monté Improvise, et puis surtout, on va partager. On va partager sa vision et on va essayer de poser une définition du Figital. On va voir aussi l'importance du storytelling et comment les enseignants en retail peuvent s'appuyer sur des vidéos et cette base-là. On va voir aussi les facteurs de succès d'une expérience Figital réussie et d'un parcours client figitalisé. Et puis, il va nous partager son projet. Je vous en dis pas plus, c'est un peu teasing, mais voilà. En tout cas, il va aborder un nouveau modèle de distribution Figital et plus juste. Bref, c'est un épisode qui est juste ultra intéressant. Et je vous fais un petit rappel. Chaque épisode sort un jeudi sur 2, alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et puis, laissez un maximum d'avis si cet épisode vous a plu et surtout, partagez le podcast à vos amis, à votre famille, à votre N+1, N+2, votre stagiaire, votre alternant, bref, faites tourner ce podcast. Bon, en tout cas, moi je suis hyper content de t'avoir, Maxence. Je suis vraiment ravi et je te remercie à nouveau. En fait, il y avait 2 personnes que je voulais à tout prix dans mon podcast quand je l'ai lancé. Il y avait, pour être honnête, il y avait Zidane. Bon, il n'a pas encore répondu à mon message LinkedIn. Et il y avait toi. Donc tu vois. Oh, la barre, elle est haute là. Et alors, je suis curieux, Zidane, le rapport avec le merch. C'est ce que son agent m'a dit, donc je pense pas que ça va le faire. Il a pas l'air trop retailer pour le moment. Ouais, écoute, bon, ça, en tout cas, je suis honoré. Bon, Maxence, j'ai plein de questions. Alors, ce qui est hyper intéressant là pour ce podcast, qui est très orienté merch retail, toi, t'es un vrai pro et t'es un vrai expert de. Alors je vais peut-être mettre les pieds dans le plat de l'omnicanalité, la digitalisation, mais je sais que tu vas revenir dessus pour peut-être repréciser tout ça. J'ose imaginer. Peut-être. Mais en tout cas, voilà. Moi, j'ai plein de questions. J'aimerais qu'on revienne sur ton parcours, sur cette notion d'omnicanalité, de digitalisation, et puis aussi qu'on aille plus loin et qu'on voit un peu plus ta vie d'entrepreneur, tes projets et tout ça. Voilà. Avec plaisir. Pour attaquer, j'ai une question, Maxence. C'était quoi ton meilleur achat, ta meilleure expérience d'achat, online ou en magasin? Ça sera en magasin parce que tu connais mon penchant naturel pour les magasins. J'ai d'ailleurs un petit penchant pour les magasins digitalisés. Mais globalement, j'aime bien tous les magasins parce qu'il y a toujours des bonnes leçons à prendre dans absolument tous les magasins. Alors, j'y ai pensé, franchement, ça s'est battu entre 2, donc je vais peut-être citer les 2. Mais en même temps, j'ai vécu tellement d'expériences en magasin ces 15 dernières années.
je me suis dit, je vais prendre les deux qui me viennent tout de suite parce que si je réfléchis, je pense que je peux en citer au moins 30, tu vois. Mais allez, je vais te citer les deux qui me sont venus en tête au moment où tu m'as posé la question, ceux à laquelle j'ai pensé tout de suite. La première, c'est Amazon Style à Los Angeles. J'ai vraiment beaucoup aimé ce magasin. J'y suis allé pour l'analyser sous toutes les coutures. Et en fait, je suis reparti avec 2 sacs pleins d'habits. Et c'était pas du tout prévu. C'était pas du tout prévu. Donc moi, j'aime bien me faire surprendre comme ça. Pourtant, je suis rodé. Je te garantis qu'on est des spécialistes pour se retenir. Parce que si tu dois acheter un truc dans tous les magasins que tu visites, t'en finis pas. Et là, on est tombé, quoi. Vraiment, on est tombé dedans parce qu'on a kiffé l'expérience. Donc, c'était Amazon Style. On a passé un très très bon moment d'un point de vue personnel, mais aussi professionnel. C'était une excellente découverte. Si tu veux, j'avais beaucoup lu d'articles sur Amazon Style parce que ce concept m'intriguait et j'ai lu tout ce que je pouvais lire. Et en fait, en étant sur place, j'ai pris une énorme claque de plein de trucs que j'avais pas vu, que j'avais pas lu. Tu peux pas lire tant que t'es pas sur place. Et donc j'ai pris une claque personnelle et professionnelle. On a passé un super moment. Quand je dis un super moment, je pense qu'on est resté plus de 3h45 dans le magasin, tu vois. En même temps, on est un peu débarré, tu vois. Quand on arrive, on est là avec les caméras, on filme tout. On discute. Tu te souviens combien t'as claqué? Ouais, je crois qu'on a claqué plus de 350 balles quand même. Ouais. Alors, en fait, et c'était, tu vois, on était en couple du coup avec Mélanie et en fait, t'achètes pas forcément pour toi dans ces cas-là. Moi, j'ai vu Mélanie essayer des choses et j'ai vu que ça lui plaisait. Donc, en fait, t'as envie de faire plaisir aussi, tu vois. Et c'est pas la même résistance que quand t'achètes pour toi. Quand t'achètes pour toi, bon, tu sais un peu plus te raisonner, te mettre des freins et tout. Mais quand t'achètes pour quelqu'un, tu vois, Mélanie, c'est aussi ma compagne dans la vie. Je vois que quand il y a quelque chose qui lui fait plaisir, tu vois, quand il y a quelque chose qui lui plaît, et puis du coup, je te dis, ah putain, allez, vas-y, je vais lui faire plaisir. C'est une occasion, tu vois. Et là, on s'est vraiment fait plaisir. On s'est vraiment fait plaisir. Et c'était un chouette moment personnel, alors que je m'y attendais pas du tout, hein. Je m'attendais à être extrêmement déçu par ce magasin. Et non seulement ça a été un très bon moment perso, on a passé un bon moment dans le magasin, on a découvert des chouettes fringues, on a passé un bon moment dans la cabine d'essayage à tester, essayer des trucs. Le truc est trop bien fait en fait, il est super bien fait, les gens ils sont à fond à ta disposition, les vendeurs ils te conseillent bien, la cabine d'essayage elle est complètement ouf. Tout est fait pour que tu te sentes bien dans ce magasin. C'est vraiment ouf. Et Amazon, on les attendait pas du tout là-dessus, quoi. J'ai vraiment été bluffé. Expérience perso, nickel. Et alors, professionnellement, ils m'ont mis une vraie tarte, tu vois. Ils m'ont mis une vraie claque. Là, je me suis dit, waouh, les mecs, putain, vous avez tapé haut. Et pourtant, tu vois, ils les ont fermés, Amazon Style. Je comprends toujours pas pourquoi ils les ont fermés, parce que pour moi, le modèle, c'était une tuerie. Bref. Donc, c'était la première. Ça fait quoi? C'est un an, je crois qu'ils ont fermé. C'était pas en 2020, fin 2023, quelque chose comme ça? J'ai plus les dates exactes en tête. Le temps se passe trop vite en ce moment pour moi. Mais ça devait être à peu près il y a un an. C'est assez récent. Et bon, il y en avait que 2 des magasins. Mais tu vois, sur tout ce qu'a fait Amazon dans le retail physique jusqu'à présent, le seul truc où je trouvais vraiment un alignement à peu près cohérent avec leur stratégie, c'était Amazon Style. Les autres, c'était à peu près aligné avec leur stratégie, mais mal exécuté. Enfin, excuse-moi, c'est mon point de vue et je partage mon point de vue de manière des fois cash et directe, mais c'est mon style. Je trouvais que c'était très mal exécuté, que ça soit Amazon Bookstore ou Amazon 4-Star, c'était encore pire. Et puis bah l'alimentaire, j'en parle pas trop. C'est juste là, je comprends pas trop leur strat, même si certains m'ont expliqué qu'en fait, bah, le retail alimentaire, c'est des parts de marché importantes et que ça attire les gros. Mais voilà, Amazon Style, pour moi, c'était celui qui avait le meilleur positionnement, la meilleure cohérence, la meilleure exécution. Et ils l'ont fermé quand même. Voilà. Ok. Et le numéro 2, alors? Le numéro 2, c'était Réformation à Londres. C'est une DNVB qui fait des habits à partir de chutes de vêtements, de soie, etc. et qui crée des vêtements haut de gamme, plutôt, je ne veux pas dire luxe, mais en tout cas très haut de gamme. Tu vois, c'est des robes à 300, 400 livres. Donc tu vois, en euros, ça quand même, ça tape un peu. Et donc l'expérience dans ce magasin était très très chouette là encore. C'est un magasin, on est rentré à Londres, à Notting Hill. Donc déjà le magasin est chouette, mais c'est la première fois que je vois 4 écrans géants, tous utilisés en même temps. Avec des clients qui n'ont pas l'air en train de se forcer, tu vois, ils passent un bon moment sur ces écrans, ils consultent les styles, les looks, ils regardent, etc. Et en fait, ce magasin tourne, c'est harmonieux. Le digital n'est pas un sujet, c'est-à-dire le bon magasin digitalisé, c'est le magasin où le digital s'implante de manière invisible.
C'est-à-dire ça devient un truc qui est même plus une question, c'est plus un sujet. C'est dedans, il est là, et c'est même plus un sujet. Les gens l'utilisent, c'est élégant, ça tourne, point. Et donc là aussi, on a passé un bon moment à titre perso, parce que là encore, on devait se rendre à un mariage, donc il fallait qu'on achète une tenue. Donc on s'est fait plaisir. Toi, t'as fait plaisir à Mélanie aussi, je le sens. Et donc on s'est fait plaisir ce jour-là, on a passé un chouette moment, les vendeuses étaient très sympas aussi, le concept est très chouette, et puis là d'un point de vue professionnel c'est très chouette à analyser aussi. C'est rare, hein, tu vois, là dans le digital tu vois plutôt l'inverse, c'est-à-dire des concepts mal exécutés, mais sans jeter la pierre à personne, hein. Il n'y a pas de mode d'emploi aujourd'hui du digital, il n'y a pas de livre, t'en as des tonnes sur le e-commerce, t'as rien sur le digital. Et donc c'est plutôt l'exception que la règle. Le truc où t'arrives et waouh, putain, le digital super utilisé, part de chiffres importantes, puis c'est élégant, l'expérience client est bonne, les gens ils ont le sourire, ils sont contents, voilà, bravo quoi. Moi j'applaudis dès demain. Bon, du coup, comme je l'ai dit, hein, t'es un expert du digital. Est-ce que tu peux revenir et nous expliquer un peu ton parcours, ce que t'as fait ces dernières années, ton background? Pouah. Eh ben écoute, à la base, moi j'étais programmé pour bosser dans le e-commerce et le digital. J'ai fait une école d'ingénieur. J'ai fait cette école en me disant je vais faire ma carrière là-dedans tellement ça me passionne. J'étais vraiment passionné de tech. Je suis passionné de tech depuis que je suis très très jeune. Je me suis vite passionné pour le digital et je suis rentré là-dedans. J'ai fait les débuts de ma carrière là-dedans. J'ai bossé à Paris pendant peut-être 5 ans dans une start-up qui est passée de 10 personnes, j'étais le 10e salarié, à 100 personnes en 4 ans. J'ai connu, tu vois, une start-up de l'intérieur qui s'appelle d'ailleurs encore Brand Sonic, qui était extraordinaire par un patron qui est un mec en or, qui est l'un des pionniers du bootstrapping en France. C'est l'art de gérer une startup scale-up avec du scale, mais en gérant par la trésor, avec une bonne gestion, en étant malin, etc., sans forcément faire une levée de fonds tous les 12 mois. Donc moi je viens de là et en fait il y a 15 ans je vis en magasin une expérience client catastrophique. Je vais acheter des instruments de musique dans un magasin, le vendeur ne trouvant pas, ou moi ne trouvant pas ce que je cherchais, je demande naïvement dans quel autre magasin je peux aller me diriger. C'était un Milonga, ça doit te parler. J'allais te le dire. J'imagine que t'étais du côté de Villeneuve d'Ascq. Ouais, c'était à Villeneuve d'Ascq, Milonga, qui a été racheté par Cultura. Et en fait, ce vendeur, quand je lui ai demandé dans quel autre magasin je pouvais aller, il me fait allez, venez, on va aller regarder sur Internet. Et du coup, au début, ce qui était censé être, on va aller regarder les magasins dans lesquels ça pourrait être, ça s'est transformé en 3 quarts d'heure de conseils sur des sites web, sur le e-commerce. Le mec était super sympa. Et en sortant de là, c'est là que je me suis dit, waouh, je viens de passer 3 quarts d'heure avec un vendeur d'une enseigne sur des sites web de ses concurrents. Ça pue le sapin là. Ça sent le sapin à mort. Et en fait, vraiment, c'est ce jour-là, je me suis dit, mais ça me paraît pas normal qu'un magasin se retrouve dans une situation où frontalement, elle peut pas se battre à armes égales avec des sites web. En fait, c'est impossible. Tu as des entrepôts gigantesques avec des gammes importantes, et là, le magasin, c'est pas possible d'avoir ça. Tu peux pas avoir des gammes gigantesques en magasin. T'es limité par tes murs, par tes stocks, par tes rayons. Et c'est là que je me suis dit, il faut que le digital vienne se rentrer dans le match, dans l'équation. Et c'est ça qui m'a fait vibrer. Je me suis dit, on va essayer de bosser sur moi, j'ai appelé ça la bonne grosse mise à jour, quoi. On va essayer de mettre à jour le modèle de magasin, un modèle économique de magasin qui est le résultat du mariage entre le meilleur du physique et le meilleur du digital. Et ça fait 15 ans que ça me passionne. Ça fait 15 ans que ça me passionne. Donc en fait, je suis un mec qui a jamais fait de retail, qui s'est passionné, mais littéralement pour le retail, pour tous les sujets du retail. Et quand je dis tous, c'est beaucoup, peut-être pas tous, quoi, mais vraiment, j'ai touché à beaucoup de choses. Et donc j'ai monté Improvise avec cette volonté de créer un modèle de magasin qui soit plus expérientiel et surtout qui puisse se permettre de s'appuyer sur des outils digitaux pour vendre des produits qu'on ne peut pas physiquement avoir présents en magasin. Ok, bon du coup on revient quelques années en arrière, tu dis tiens je vais lancer Improvise, je veux décloisonner le retail physique et le web. C'est qui entre guillemets tes premiers clients ou
Ou t'es bêta-testeur? Alors, en fait, le job, c'était pas forcément de décloisonner web et physique, c'était un modèle de magasin où les gens peuvent acheter sur des outils digitaux dans le magasin. Pour moi, le web avait une pertinence et on peut pas remettre en question la pertinence du web parce que, tu vois, quand les magasins sont fermés, bah, le e-commerce continue de tourner. Enfin, il y a mille et une raisons de continuer d'acheter sur le web et c'est une très bonne chose. Par contre, le magasin traditionnel qui est lié à ses stocks et à ses mètres carrés pour produire ses ventes, ce modèle-là, je n'y crois plus depuis 15 ans. Et aujourd'hui, 15 ans après, avec 15 ans de recul plus tard, je me dis que en fait, c'est juste un modèle qui est en survivalisme et qui joue juste les prolongations et qui va finir par être remplacé par effectivement ce modèle Figital. Donc comment je m'y prends? Bah, comme au début je n'y connais strictement rien, je mets des sites e-commerce dans les magasins. Voilà. Naïvement, hein, je dis bah moi ce que je m'y connais en e-commerce, je vais mettre des sites e-commerce sur des écrans en magasin. Alors on commence par des bornes interactives si ma mémoire est bonne, mais très très vite on intègre la dimension tablette et smartphone, mobile du vendeur. Et on démarre comme ça. Et les clients sont méga contents parce que si tu veux, en fait, ils ont les clients qu'on rencontre, ils ont une vraie douleur, c'est-à-dire que cette concurrence Internet, ils peuvent pas se battre si à un moment donné ils ouvrent pas leur référencement et s'ils peuvent pas se permettre de garder leurs clients chez eux. Parce que typiquement, un client qui vient chez toi et tu lui dis non parce que t'as pas l'offre chez toi dans ton magasin, ce client-là, t'es sûr, un, de le perdre et deux, de l'envoyer chez ton concurrent, soit d'en face, soit d'Amazon, tu vois. En fait, le commerce physique s'est transformé en apporteur d'affaires d'Internet. Parce que les mecs, aujourd'hui, on fait plus. Avant, on faisait un magasin, puis deux, puis trois, puis quatre. Et puis allez, de toute façon, il fallait vraiment qu'on trouve, donc on en faisait un cinquième. Et aujourd'hui, c'est terminé ça. Avec Internet, c'est terminé. Donc en fait, les magasins qui n'ont pas une offre à mettre en face de leurs clients qui ont un besoin, bah, ils génèrent de la déception, de la frustration, et surtout, ils offrent leurs clients sur un plateau à des concurrents e-commerce. Donc ouais, je commence par mettre des sites e-commerce en magasin et ça marche pas. Ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout, c'est un vrai fiasco. Tu l'as fait chez des grandes enseignes ou alors des plus petites boutiques? Bah en l'occurrence, j'ai vendu à Milonga. J'ai été voir Milonga, je leur ai raconté l'histoire et ils m'ont dit bah ouais effectivement c'est vrai ce que tu nous racontes, ça nous parle. Tiens, bah ce que tu proposes ça nous intéresse. Et ça a été mon premier client Milonga, ouais. Ok. Donc c'est très drôle, mais par contre site web en magasin, tu vois, c'est là que en fait il n'y avait pas de mode d'emploi du tout à l'époque, et moi je me disais très naïvement, on va mettre un site e-commerce en magasin, ça va marcher, tu vois. Geek comme j'étais. Et non, c'est là aujourd'hui, on sait l'expliquer, on sait expliquer pourquoi ça marche pas, mais en tout cas c'est comme ça que je m'y suis pris, hein, par les techniciens, les ingénieurs appellent ça par dichotomie. C'est-à-dire que tu fais un test, puis un deuxième, puis un troisième, puis tu analyses, tu observes, puis tu fais un autre test, tiens, celui-là il marche un peu mieux, puis t'en fais un quatrième, celui-là il marche pas du tout. Bon bah allez hop, tu vois, tu procèdes étape par étape, petit à petit, jusqu'à finir à trouver la recette, quoi. Bon, du coup, on va glisser naturellement sur la deuxième partie. J'aimerais vraiment que tu puisses m'aider à y voir plus clair, sans tomber dans de la définition Larousse, mais c'est quoi pour toi l'omnicanalité, la digitalisation d'un magasin, d'un point de vente, la digitalisation? Ouais, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est vraiment des choses différentes? Et puis surtout, c'est quoi ton parti pris à toi? Alors pour moi, c'est des choses qui sont différentes, mais souvent confondues, tout simplement parce qu'il n'y a pas un consensus sur les mots et les définitions. Tu regardes dans le dictionnaire le mot figital, bon courage, il y est pas. Il y est même pas sur Wikipédia en fait ce mot figital. Donc il a un flou, il y a un flou artistique qui règne autour de ça. Mais bon, si on met la partie littérature et poésie ou communication de côté et qu'on s'intéresse aux états de commerce qui nécessitent une compréhension fine pour pouvoir être bien exécutés, il y a effectivement les trois mots dont tu parles, pour moi, signifient trois choses différentes.
que tu dois savoir maîtriser si tu veux réussir ta boîte dans le commerce. Pour moi, l'omnicanalité, c'est un sujet global et général. C'est un état de fait de pouvoir avoir la même promesse client un peu sur tous les canaux, etc. Que ça soit si tu as un canal sur le web et un canal magasin, l'omnicanalité, c'est ne pas avoir deux entreprises différentes et avoir une promesse client similaire, etc., etc. Donc c'est déjà un bon point. Ça, moi j'aime beaucoup la définition de Régine Van Hems. Alors je sais pas trop comment ça se prononce, il faudra qu'elle m'excuse. Mais bon, elle a écrit 2 ou 3 bouquins sur le sujet de l'omnicanalité et la définition qu'elle propose, elle est très très bonne. Voilà, Régine, si tu m'entends, bravo d'être là pour faire un peu de vulgarisation et mettre des mots clairs sur des concepts qui ne le sont pas. Pas toujours. Le mot phygital, il est souvent confondu avec le mot omnicanal. J'ai par exemple une fois entendu Catherine Barba dire on a lancé des magasins, donc on a un site web, on a des magasins, c'est phygital. Et en fait, j'entends énormément de gens qui par je pense association d'idées. Phygital, c'est le mot physique plus le mot digital. C'est confortable de se dire d'un côté j'ai des magasins, d'autre côté j'ai un site web. Bon, je suis phygital. Tu vois, ça paraît pas déconnant. Et après tout, pourquoi pas, hein, encore une fois, comme il n'y a pas une définition claire du truc. Mais sauf que pour moi, ça ne t'aide pas à exécuter une stratégie de manière extrêmement claire, cohérente, avec des règles, avec des KPIs, avec des méthodes, etc. La définition que moi j'utilise du phygital, c'est un modèle économique de points de vente physiques, donc des ERP, hein, des établissements qui reçoivent du public, qui va utiliser du digital pour réaliser une transaction commerciale. Donc on va être vraiment dans le domaine du magasin, du corner, du pop-up, de la galerie commerciale, de l'aéroport, pourquoi pas une salle de fitness, une salle de cinéma. C'est en fait dans la stratégie phygital, c'est la même stratégie qu'un retail, hein. Tu t'implantes dans un lieu physique, tu vas recevoir des clients, et en fait le phygital, ça va être l'art d'utiliser la stratégie digitale pour avoir une stratégie de commerce dans ton point de vente qui soit ultime. Tu vas vraiment utiliser le meilleur des deux mondes, le meilleur du physique et le meilleur du digital. Donc ça, c'est la définition que moi j'utilise. Ok, alors tu en as parlé un petit peu dans l'intro du podcast, mais tu vois, aujourd'hui, pourquoi c'est incontournable de phygitaliser ton espace? C'est quoi? C'est pour aller chercher du client supplémentaire, c'est pour augmenter ton panier moyen, c'est pour justement te battre et garder ta clientèle versus de la concurrence. C'est quoi aujourd'hui les vraies raisons et les bonnes raisons de se phygitaliser? T'en as un paquet, hein. Ceux que tu cites sont bonnes, effectivement. Quand t'as un client qui vient chez toi et que t'as pas une offre à lui proposer, c'est un client que tu perds et que t'envoies chez tes concurrents. Voilà, donc effectivement, de ce point de vue-là, le phygital est un argument commercial, mais aussi du point de vue de ton client. D'autant plus sur des commerçants spécialisés. Un commerçant spécialisé, le client qui se déplace jusqu'à chez toi, c'est parce qu'il pense qu'il va trouver chez toi ce qu'il cherche. S'il trouve pas, est-ce que tu es vraiment si spécialisé que tu le dis, tu vois? Parce que quand je vais sur Internet, tu vois, les marchands de jouets, par exemple. Un gros marchand de jouets qui a une grosse cellule de 5-6 000 m², tu la compares à l'offre jouets d'Amazon. C'est ridicule. Les mecs, ils ont des gros bouclards, mais en fait, Amazon, ils ont 3 millions de jouets. Donc en fait, est-ce que tu es vraiment si spécialisé que tu le dis dans ta promesse? Et donc au final, oui, ça, par rapport à ces clients-là, ça devient un vrai point stratégique de différenciation et potentiellement pour garder tes clients, ne pas les décevoir, etc. Ensuite, effectivement, c'est corrélé avec l'additionnel de chiffre d'affaires. Les gens qui viennent chez toi et à qui tu offres rien et qui repartent les mains vides, ce qu'on appelle les clients bredouilles, ils n'ont pas fait de chiffre d'affaires chez toi. Donc c'est du chiffre perdu alors que tu aurais pu l'avoir, tu vois. Parce que t'as un défaut d'offre en face. Ou de stock, hein, d'ailleurs. Parce que le phygital corrige le défaut d'offre et le défaut de stock. Et après, tu as le dernier argument qui est cette fois-ci pas vraiment client, mais plutôt tourné modèle économique. Donc là, on va parler thunes. Un commerçant qui produit une vente en point de vente,
la production de cette vente, elle a des charges, tu vois. Un loyer qui coûte un bras, une cuisse et 2 reins, il y a des charges salariales. Dans ces charges salariales, il n'y a pas que du salaire de vendeur. Il y a du salaire aussi de manutention. Tu vois, dans le prêt-à-porter, c'est pas rare qu'il y ait des enseignes qui aient plus de 50% de charges salariales qui soient de la manute, tu vois, de la mise sur cintre, du pliage, etc. Est-ce que c'est du temps, tu vois, dans un modèle Figital, tu l'as pas, c'est en entrepôt. Et le stock, si tu as 10 magasins, que tu dois mettre 10 fois du stock dans 10 magasins, c'est 10 fois de la trésor, 10 fois de l'endettement, il y a des seuils bancaires. Donc tu vois, tout ça, quand tu prends un modèle Figital, ça se pulvérise, mais à des années-lumière. Parce qu'en fait, les loyers, c'est les loyers d'un entrepôt, 30 fois moins cher qu'un loyer commercial. Sauf que ton stock, tu l'as à un seul endroit, t'es pas obligé de l'avoir dans 10 magasins. Donc non seulement tu vas diminuer tes coûts de stockage, mais en plus tu vas rationaliser tes stocks en fonction de ta rotation. Et donc là, déjà, rien que là, je te parle en millions d'euros pour certaines enseignes. C'est même des dizaines de millions d'euros. Ensuite, les charges salariales, quand tu mets des stocks en magasin, c'est ce temps salarial-là, tu l'économises dans le Figital, puisque c'est mis en entrepôt. C'est pas non plus les mêmes niveaux de salaire, et c'est en plus rationalisé parce que tu as déplacé le stock une fois en entrepôt sur des palettes, point. Voilà, c'est du picking, c'est pas du tout les mêmes charges que mettre des produits en rayon, etc., où tu dois faire du facing. Puis en termes d'espace, ça prend beaucoup plus d'espace. Le magasin doit être beau, il doit être joli, il doit être accueillant, il doit être bien achalandé. Un entrepôt, ça doit juste bourriner, tu vois. Donc quand tu compares les deux, on compare pas, tu vois, 2 modèles de magasins proches. On compare le jour et la nuit, tu vois. Donc là, on parle juste d'argent, de modèle économique. Mais à un moment donné, tu vois, ça va faire comme Uber. Ce modèle-là va détruire le modèle traditionnel. Tôt ou tard. Plutôt tard, parce qu'en fait, le retail est quand même une industrie qui est très lente à mourir, si je puis dire. Ça met du temps. Et il y a quand même des boîtes qui s'adaptent très bien. Moi, je cite souvent en exemple Decathlon et Ikea, surtout Decat. Decat, ça fait 15 ans qu'ils font du Figital et ils le font super bien. Super, super bien. Et je peux vous dire qu'en termes de chiffres, ça dépote aussi. Mais bon, là, c'est confidentiel et tout, mais ça dépote grave, quoi. Et je veux quand même donner des chiffres, mais anonymisés. Le meilleur des magasins aujourd'hui, il arrive à cracher 12 millions d'euros en Figital sur un seul magasin. Pas Decat, là je cite sans nom. Le record, c'est 80%. C'est un magasin qui fait 2 millions d'euros. Il fait 1,6 million en Figital. Ça paraît complètement fou, voilà, mais c'est la réalité d'aujourd'hui. Et ça, des exemples comme ça, j'en ai vraiment des dizaines. Et là, c'est quoi les... Enfin, tu vois, si on reprend parcours client, si on remet un peu la casquette merch, c'est quoi les différents points de contact qui peuvent exister pour un magasin ou un point de vente Figital? Est-ce que de ton expérience, tu as pu aussi déterminer des zones plus ou moins fortes pour faire ces relais? Est-ce que c'est l'entrée? Est-ce que c'est plutôt du fond de rayon? Est-ce que c'est, je sais pas moi, une zone avec plutôt opérationnel? Voilà, c'est quoi ton rétex là-dessus? Alors pour moi, on va partir du problème que résout le Figital, et plutôt des 2 problèmes que résout le Figital. Parce qu'en fait, tu vas implanter ton merch pas de la même manière en fonction déjà du problème que tu résous, mais aussi de la typologie de produit, etc. Donc on va partir de la racine. Le premier problème que résout le Figital, c'est le storytelling des produits. Un produit, ça ne parle pas. Tu vois, je prends l'exemple d'une DNVB comme Asphalt. Je pense qu'il y en a quand même pas mal qui connaissent. En fait, le jean Asphalt, quand tu regardes la vidéo, elle t'impacte d'une certaine manière. Voilà, moi je sais que je le fais dans toutes mes masterclass, je peux te dire qu'elle impacte très très bien. C'est une masterclass cette vidéo. Tu prends le jean Asphalt dans un magasin, plié ou pendu sur un cintre, c'est pas du tout la même impact. Mais radical, c'est pas une différence. Tu prends un mec qui a vu la vidéo Asphalt il y a 1 an, même il y a 6 mois, même il y a 5 jours, l'impact, mais si tu la divises par 10, c'est un jean en fait, ça devient un jean. Et des produits comme ça, tu peux prendre n'importe quel produit qui existe. C'est très très rare de trouver un produit dont le storytelling n'a pas d'impact sur la vente. Et les DNVB l'ont très bien prouvé, les Kabaya, les grains de sale,
Il y en a tellement à citer. Tu regardes sur Instagram les gars qui créent leur boîte et qui arrivent à faire plusieurs dizaines de millions d'euros en ayant créé une startup 100% web. Les gens, ils vendent pas des objets, ils vendent des mots. Et donc, en fait, tu vois, le premier problème que résout le Figital, c'est un problème de storytelling, parce que paradoxalement, quand un client est en magasin et qui passe devant un produit, il va avoir une perception qui va être celle d'une boîte, celle d'un produit posé dans un endroit d'une étagère, une fringue posée sur un cintre. La différence d'impact et l'émotionnel, elle est colossale par rapport au type de contenu que tu trouves sur Internet. Et ça, déjà, le premier problème que résout le Figital, c'est de rassembler au moment où le client est face à ton produit, ce contenu qui a une utilité dans la vente, dans la décision d'achat, dans l'impact ou la perception du prix, au moment où il y en a le plus besoin. Voilà. Donc, tu as des produits, tu vois des couches pour bébé, potentiellement, c'est un achat basique. Non, ça n'a pas d'utilité. Par contre, la tablette de chocolat Grand Sale, elle a une très très belle histoire. Là, ça a de la valeur de mettre ce storytelling en avant, parce que tu vas drastiquement impacter tes ventes en mettant ce storytelling en avant. Je trouve que ce que tu évoques, c'est côté merch, je trouve que c'est un des gros sujets du moment. Enfin, pas que du moment, depuis un petit moment déjà, mais c'est comment je passe de je pose des produits sur une étagère, sur un cintre, sur une gondole, à je propose une expérience d'achat valorisante. Et tu peux utiliser du visuel merch, tu peux utiliser un certain nombre d'outils du merch, mais il va te manquer toute cette dimension contenu, projection dans un univers, et je trouve que c'est là où finalement tous les outils de la digitalisation, je fais hyper attention à ce que je dis, t'as vu, je dis pas... C'est bien. C'est un exercice. Ouais, mais voilà, du coup, je trouve que toute cette dimension au-delà du merch et du visuel, elle se fait et elle amène le côté digital et ça devient naturel une fois que tu as compris ça. Ouais, alors ça paraît évident en le disant. Ça l'est encore plus quand tu te plonges dans la science, neurosciences, neuromarketing, etc. Tout ça, en fait, est déjà écrit, prouvé, ultra prouvé. Notre cerveau est un cerveau d'émotion. L'image qui bouge est beaucoup plus puissante qu'une image statique, même si déjà une image statique, c'est déjà beaucoup. Moi, des fois, je recommande de mettre dans du visual merch de la photo. C'est déjà mieux que rien. Mais l'écran va apporter le mouvement, l'histoire, la temporalité. Et là, le storytelling prend puissance. Et ça, le vendeur, il est souvent mis comme la solution, tu vois, par rapport à ça. Mais un vendeur, ça fabrique pas d'image avec sa bouche. Voilà, ça fabrique pas un très bon storyteller, il va pouvoir t'emmener, etc. Mais à un moment donné, l'impact qu'ont les images sur la projection, l'impact, etc., tu vas juste augmenter, décupler la force de ton discours de vente. Voilà. Le vendeur va donc être dans une situation idéale pour faire sa mise en scène. La vente, c'est du théâtre, c'est de la mise en scène. On a des produits qui sont là, tu les découvres, tu sais pas qui c'est, tu sais pas ce que c'est. Par contre, si derrière on te raconte le petit film qui va bien pour t'expliquer d'où ça a été produit, la philosophie qu'il y a derrière, mais c'est ça que t'achètes au final. T'achètes une histoire, et c'est comme ça avec tout, sauf les basiques, bien sûr. Tu vois, j'imagine depuis quelques années que tu es sur ces sujets, tu sens vraiment les consommateurs qui ont changé leur habitude d'achat et leur mentalité par rapport à ça. Tu vois, il y a quelques années, j'imagine, je sais pas, il y a 10 ans quand tu as lancé, ça semblait peut-être pas naturel d'être en magasin et comme tu disais, d'aller sur un site web. Aujourd'hui, ça fait partie peut-être d'un réflexe. Tu sens vraiment les consos qui ont complètement changé? Alors oui et non, dans le sens où en fait, que ça soit il y a 15 ans, ça marchait. Hein. Déjà il y a 15 ans, on avait des clients, ça marchait super bien, il n'y avait pas de sujet, etc. On a encore chez nous un Improvis des clients qu'on a signés la première année de la création de la boîte et qui sont encore là aujourd'hui. Et ça marchait déjà à l'époque en fait. Ça marchait déjà à l'époque. L'évolution qu'il y a eu du consommateur, c'est que tu vois l'arrivée des TikTok, Instagram, etc. a rendu en fait ce genre de contenu là connu de tous, et en fait le fait que ça soit normal, maintenant ça nous plonge dans notre normalité, ça crée une attente en fait. Ça crée une attente, c'est-à-dire que du coup ce qu'il n'y avait pas en magasin avant devient encore plus vide.
Ça devient encore, et cette attente, c'est ce qu'on appelle une attente latente, c'est-à-dire que le consommateur, il en a même pas conscience, c'est-à-dire qu'il va en magasin depuis toujours, il n'y a jamais eu de contenu vidéo en magasin, le storytelling, c'est un peu le truc, pour moi, c'est le grand oublié du retail traditionnel, c'est ce qu'on appelle donc une attente latente. Pourquoi je dis latente? Parce qu'en fait, tu as déjà des magasins que j'ai sourcés, dont je parle souvent dans mes masterclass, qui mettent en place ce storytelling via des écrans. Decat en fait partie. Tu as aussi Grain de Sale qui a mis des écrans pour raconter l'histoire de leur chocolat, comment ils ont été construire des voiliers cargo pour aller chercher leurs graines de cacao en République dominicaine. Et tu les vois directement dans la jungle en train d'aller avec leurs petits récoltants chercher leurs graines de cacao. Ils ont déjà fait ça. Et en fait, quand tu observes les gens qui sont dans ces magasins, ils consomment. Et sans aucun problème, c'est normal en fait. C'est normal. Mais au-delà de ça, tu vois, les musées, ils existent depuis super longtemps. Et les musées, ils utilisent du digital depuis bien avant les magasins et bien avant Instagram et TikTok. Pourquoi? Parce que quand tu vas dans un musée, les œuvres, elles sont statiques, elles n'ont pas la parole, et donc c'est pas rare de voir des musées avec des télés qui vont te raconter une histoire. Le storytelling. Pourquoi? Parce que les gens qui bossent dans les théâtres, c'est des metteurs en scène. C'est des metteurs en scène. Et en fait, la télé va jamais venir se substituer au travail que ferait un guide dans un musée. Tu vois, c'est là que tout est complémentaire. Les audio-guides, ils existent depuis au moins 30 ans, tu vois. L'audio-guide, c'est du storytelling. Pourquoi les magasins mettent pas en place de l'audio-guide, tu vois? Pareil, question que je me pose, moi. Ouais, non, mais t'as raison. Là aujourd'hui, finalement, les moyens que tu as dans un magasin à disposition, c'est quoi? T'as les écrans, t'as éventuellement des bornes, et j'ose imaginer en plus le prix que ça doit coûter. T'as quoi d'autre? T'as les QR codes, Ouais. T'as les vendeurs aussi. Ouais, Est-ce que toi, tu le considères aussi comme un outil de bien digitalisation? sûr, ouais, c'est le vendeur, c'est un outil essentiel de la digitalisation, bien sûr. Tout à fait, ouais. C'est dans l'équation, c'est comme si tu demandais à une raquette de tennis de gagner un match. Tu vois ce que je veux dire? C'est à un moment donné, il faut qu'il y ait quelqu'un qui la tienne, tu vois, la raquette. Bon, et le QR code, ça marche? Ouais, dans certains cas. Alors c'est un sujet moi qui m'a obsédé pendant pas mal d'années. Parce que je suis quelqu'un de têtu et j'ai misé sur les QR codes au début. Je me suis dit ça doit marcher, il n'y a pas de raison. Donc je me suis entêté pendant 7 ans à les faire marcher jusqu'à comprendre et à m'intéresser au comportementalisme. Et en fait, tu as des QR codes, tu as une recette en fait pour qu'un QR code marche. C'est une recette comportementale. En fait, il te faut 3 ingrédients. Il faut que déjà, il faut que tu aies un téléphone qui soit chargé, qui ait du réseau et que tu puisses l'utiliser. Parce que si t'as donné ton téléphone à ton enfant de 5 ans parce qu'il en peut plus d'être en magasin, tu peux pas scanner. Donc, il faut avoir la capacité de scanner un QR code. Ça paraît être un détail, mais tu vois, je me suis retrouvé dans des magasins Decat ou même ça m'a fait rigoler chez Maison du Monde. Ils ont des magasins en sous-sol, avec des QR codes partout. Et il n'y a jamais de réseau. Il n'y a pas de réseau. Donc, les gars, putain, à un moment donné, vous êtes sûr que vous avez tout réfléchi, là, dans votre histoire de QR code, là? Donc, bon, la première chose, c'est qu'il faut une capacité à scanner les QR codes technologique, même une aptitude, compétence, tu vois. Tout le monde, je ne savais pas scanner les QR codes avant le Covid. Maintenant, c'est un peu différent. Mais bon, c'est le premier ingrédient. Le deuxième ingrédient, c'est que il faut passer devant le QR code et il faut le voir. Ça paraît bête, mais du coup, chez Decat, tu vois, les QR codes sont tout petits. Tu pourrais les assimiler d'ailleurs à un truc qui est réservé aux vendeurs. Donc là, du coup, si ton truc est pas vu, du coup, tu vas pas forcément, tu vas être moins utilisé. Et le troisième ingrédient, c'est le plus important, c'est la motivation. C'est la motivation. Cette motivation, c'est la résultante de plusieurs vecteurs qui tirent pas forcément tous dans le même sens. Là, tu peux avoir une motivation positive, c'est-à-dire j'ai très envie j'ai très envie de résoudre mon problème, je cherche ce type de produit-là, mais je me pose plein de questions, je trouve pas de vendeur, je suis très motivé à scanner le QR code du coup. Okay, mais la motivation contradictoire, c'est donc la motivation inverse, c'est j'ai la flemme, tu vois, j'ai pas envie. Parce que lire un QR code, c'est aussi
faire travailler son cerveau, c'est du psychique, c'est de l'énergie psychique. Et ça, quand on est en magasin, bah tu vois, c'est malgré tout, c'est un frein, tu vois, c'est un vrai frein, l'énergie psychique. Je vais devoir bosser, quoi, tu vois. Alors, plus la motivation est élevée, plus tu vas scanner le QR code. Moi, je connais un concept où le QR code a fonctionné, tout le reste, ça a été vraiment une cata, un fiasco. C'est Aromazone. Parce qu'en fait, Aromazone, ils vendent de la cosmétique à faire en kit. Ils ont ouvert des magasins. Mais en fait, quand t'es dans le magasin, c'est des sacs de poudre, c'est des produits chimiques, c'est des fioles de beurre de carotène, c'est des trucs imbitables pour le commun des mortels. C'est tous le même pot, c'est tous le même bol, c'est tous le même sac avec des poudres. En fait, si tu scannes pas les QR codes, tu sais pas du tout ce que t'achètes. Donc en fait, là, c'est une motivation contrainte. En fait, t'as contraint ton consommateur à être obligé de scanner le QR code s'il veut savoir quoi faire. Et moi, j'ai fait une étude particulière dans ce magasin de plusieurs semaines où je suis allé faire du comptage, de l'analyse. Il y avait quand même 33% des gens qui scannaient les QR codes, ce qui était un record à ma connaissance. Hein, d'habitude, c'est plutôt 0,00001%. Et par contre, en fait, les deux autres tiers, en fait, ils essayaient de lire l'arrière des boîtes, tu vois. Les petites lignes et tout. J'ai des photos comme ça qui sont assez marrantes, enfin drôles, je sais pas si ça fait rire tout le monde, mais et en fait c'est juste une contrainte. Voilà, est-ce que c'est une bonne idée du coup de mettre des QR codes? Tu as mon avis, ça peut être une bonne idée comme ça peut ne pas l'être. Non mais c'est énorme Amazon. Pour avoir aussi travaillé sur les QR codes, on était très très loin de ces résultats-là. C'est monstrueux, 30%. Enfin 33%. C'est gigantesque, c'est monstrueux. Je te dis, moi j'ai vu ça la première fois, j'ai bloqué, j'y suis resté 3 heures, je suis revenu le jour d'après, et j'ai fait ça pendant 3 semaines, à différentes heures de la journée, et j'ai dit putain, je veux comprendre là, pourquoi ça marche chez eux et pas chez les autres. Et c'est là que je me suis intéressé au comportementalisme, et que j'ai compris que c'était une histoire de motivation. Voilà, en fait, c'est une contrainte, donc tu peux pas faire autrement. Ouais, souvent je fais le parallèle avec les restos ou les bars. Hein. Si tu veux commander ta boisson ou je sais pas quoi, ou ton plat, Ah oui, t'as faim. tu passes par le QR code, Ouais. t'as faim, t'as soif, t'es contraint, et donc bah, tu fais l'effort. Ouais. Et c'est vrai qu'en magasin, t'as tellement de bruit, d'images, de stimulation qu'on te demande encore un effort supplémentaire à scanner le QR code, et t'es peut-être moins facilitant quand c'est comme ça. Ouais, donc, Ah, l'effort, c'est l'ennemi numéro 1 du digital. Ah, clairement. Mais c'est pareil dans le e-commerce, tu vois, ça paraît être un basique de le dire, c'est pareil dans le retail, hein, mais tu vois, dans le retail, dans l'alimentaire, les rayons où ça marche le mieux, c'est les rayons à portée de main. Tu vois, quand tu vas en dessous ou au-dessus, il y a un effort, il faut s'abaisser, ou au-dessus, il faut lever le bras. Forcément, cet effort-là, bah, il a un coût, c'est tout simplement que tu vends moins. Tu vois. C'est aussi simple que ça, tout est lié à l'effort. Ouais, c'est clair. On est des grands fainéants. Voilà. Et oui, et c'est pas un défaut, c'est à la base, on a été codé comme ça pour des raisons de survie en fait. Enfin, on est naturellement programmé pour dépenser le moins d'énergie possible parce que c'est comme ça qu'on est codé. Voilà. Une fois que tu as compris ça, bah après, faire un magasin digitalisé, je vais pas dire que ça devient simple, mais en tout cas, c'est plus facile. J'aimerais qu'on aille un peu plus loin sur toi en fait, Maxence. Alors c'est plutôt des questions un peu perso, mais plutôt sur ta vie d'entrepreneur. Comment tu gères un peu ton équilibre entre vie pro, vie personnelle? Est-ce que c'est facile? Est-ce que tu as des petits tips? Est-ce que tu t'es mis en place certaines méthodes, des rituels? Comment tu gères tout ça? Ouais, on a... Ou pas, hein. Peut-être t'es en roue libre. Ah non, on a mis en place un truc là avec Mélanie. Parce que en fait c'est une grande passionnée comme moi, elle est vraiment fan, et nous on peut vraiment prendre plaisir un dimanche matin au petit-déj à parler de retail, tu vois. C'est un kiff, c'est une passion, c'est vraiment devenu une passion. Mais c'est vrai qu'il y a des jours où à un moment donné faut faire stop. Et donc pour avoir un guide, un mode d'emploi, quand l'autre a pas envie d'en parler, on s'est mis un code couleur. Voilà, le code rouge, c'est une couleur. Voilà, code rouge, ça veut dire maintenant tu te la fermes. J'ai plus envie de parler de boulot ce soir, on va parler d'autre chose. Je trouve ça génial. C'est tout bête, mais franchement ça marche super bien quoi. On respecte le truc tous les deux. Et c'est parce que ça peut venir à n'importe quel moment, tu vois. Ça peut venir. Et il y a des moments. Enfin, tu vois, moi,
J'ai entendu plein de fois, moi j'ai le boulot et j'ai le perso et c'est complètement étanche et c'est pareil, mais pour moi c'est totalement bullshit parce qu'en fait, quand t'es entrepreneur, à un moment donné, ça s'entremêle complètement avec ta vie, tu vois. Puis quand ça devient une passion, même tu vois, il y a des salariés qui sont fiers d'aller bosser, c'est leur passion. Moi, je me rappelle quand j'étais dans ma boîte Brainsonic, je bossais des fois jusqu'à 3 heures du mat parce que je kiffais ça, tu vois. Et donc c'est pour ça que ce code couleur, moi je trouve que c'est bien parce qu'au moins tu l'actives quand on a besoin et ça marche. Voilà. Bon, vous êtes combien chez Improvise? Équipe étendue, on est une trentaine parce qu'en fait on a un noyau dur dans l'équipe et puis il y a des gens avec qui on bosse quasiment tous les jours, des prestats, des gens qui sont autour de nous, des conseils, etc. Ouais, donc on est une trentaine dans l'équipe. Et vous avez mis en place un certain nombre de rituels, il y a... Ouais. On a depuis le Covid, on a mis en place le lundi matin un petit point météo de 30 à 45 minutes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a mis en place du télétravail tout de suite à l'arrivée du Covid et ça c'est jamais parti. On a remis en place par contre quand ça c'est revenu à peu près un monde normal, on a remis en place des jours en entreprise parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des gens en fait qui se sentaient pas bien chez eux seuls, tu vois. Il y a des gens qui étaient à deux doigts pas du burn-out, mais en tout cas qui se sentaient vraiment pas bien de cette solitude. Et tu vois, ce moment à la machine à café où tu peux discuter, avoir des autres autour de toi, il est vachement important. Donc on a recréé 2 jours obligatoires à la boîte. C'est le mardi et le jeudi. Sinon, le lundi, mercredi, vendredi, c'est home office. Et donc le point météo, c'était à la base le point pour lancer la semaine, c'est un point social où tout le monde se parle, chacun prend la parole et raconte un petit peu ce qu'il a fait la semaine dernière, les enjeux de sa semaine, et s'il y a des besoins d'aide, bah on va les évoquer à ce moment-là. Tiens, on a eu tel problème sur tel sujet, j'ai besoin d'aide là-dessus. Mais au moins tout le monde se parle pendant le point météo et surtout tous les services différents. Que chez nous, on a aussi bien des ingés, des gens d'infra, que des gens, des spécialistes du magasin, du merch, voire des créateurs de vidéos, tu vois. Et tu vois, ces différents services-là, ils travaillent pas tous les jours ensemble. Donc c'était important pour la cohésion de groupe d'avoir ces moments-là. Et puis voilà, et puis les jours en entreprise aussi, le mardi et le jeudi. Et pour l'instant, c'est plutôt chouette. Alors moi, je t'ai connu il y a quelques temps parce que tu faisais ce que tu appelais les Figital Tours. Alors je sais pas si on peut maintenant aussi appeler ça les masterclass, mais tu peux nous en parler, ça marchait bien. Enfin, moi j'ai trouvé ça génial. Enfin, tu nous faisais voyager entre midi et 2 en moins d'1 heure. C'était incroyable. On faisait ça, voilà, il y avait mon équipe et puis ça nous faisait des déplacements incroyables pour pas très cher, je dois te l'avouer. Inspirant pour pas cher. Ah bah c'est cool, je commence par dire d'ailleurs que c'est fini, c'est la fin, on a officialisé hier, on a fait un mail aux 4000 personnes qui sont venues ces 3 dernières années faire des store tours avec nous, que c'était la fin. On a adoré effectivement faire ça. En fait, depuis 15 ans, on parcourt le monde entier, aller analyser les magasins sur le terrain, aussi bien des magasins qui mettent en place du digital que n'importe quel type de magasin. Ça peut être aussi des corners, des pop-up, des magasins d'e-commerçants. Dès que ça sort un peu de l'ordinaire, il faut qu'on aille voir. Donc et en fait, comme on faisait énormément de photos, de vidéos, de caméras cachées, de scènes de vente, de scènes de vie de magasins, etc. Ce contenu-là, on s'est dit pourquoi pas le partager après tout. Nous, ça nous coûte de l'argent, mais une fois que c'est fait, ça pourrait servir à d'autres personnes. Donc on a mis en place des store tours en visio, c'était pendant le Covid. Et en fait, le premier qu'on a fait, il y avait 70 personnes. On était un peu surpris. Du coup, on a fait une visite de 13 magasins en 1h30 entre midi et 2. Du coup, on a recommencé le mois d'après. Il y avait encore 70 personnes. Et puis, en fait, on s'est jamais arrêté pendant 3 ans et demi. On a fait ça tous les mois. Donc, tous les mois, on faisait visiter des magasins. Et donc, c'était très, très cool. On est monté à le record, c'était 150, on était jusqu'à 150 sur un store tour. Ouais, j'allais te le demander. Ouais. Excellent. C'était le best of the web. Donc c'était un best of avec que des e-commerçants qui ont passé le cap du physique. Donc c'était très attendu.
Il y avait, je me rappelle, il y avait Moto Blues, il y avait Miliboo, il y avait Basket for Ballers. Tiens, j'ai pas cité Basket for Ballers, mais ça aussi, c'est une belle expérience de client et professionnel que j'aime bien. Et ouais, 150, il y a eu 150 personnes sur ce store tour. Donc voilà, on a complètement arrêté. Parce que mine de rien, tout ça, c'est beaucoup de temps, d'énergie. Et en fait, ça fait 6 mois qu'on bosse sur un truc monstrueux, sur un super ça y est. projet. Tu vas enfin nous en parler. Bah je peux, ouais, tout à fait. En fait, à force de bosser dans le monde des magasins, ça finit par gratouiller et par démanger. C'est une passion qui est vachement contagieuse en fait, le retail, et conseiller les autres c'est bien, mais parfois t'as envie d'aller plus loin. Souvent t'as envie d'aller plus loin, donc ça crée quelque chose qui alimente, ouais, une envie un peu insatiable de passer aux commandes, tu vois. Et en fait, il y a un an, à force de faire des store tours, parce que par ailleurs, je faisais aussi beaucoup de conférences. J'en fais d'ailleurs toujours encore, hein, des grands messes, des conférences, des prises de parole sur des événements de comité de direction, des choses comme ça. On a organisé des réunions de travail avec des marques digitales, mais engagées. Voilà, avec Mélanie. Dans notre vie, on a toujours été très sensible à ça, et on avait envie de faire quelque chose d'engagé, ce qui est pas forcément faisable avec nos propres clients qui sont des distributeurs. Et donc on a rassemblé un groupe de travail, de réflexion autour du retail, de ces marques, en leur disant voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider, et surtout c'est quoi les différents pain points que vous rencontrez dans votre stratégie de distribution. Parce qu'après tout, ce que vous faites, c'est bien, tu vois, des asphaltes, il y avait des grains de sale, il y avait des Yai Paris, et en fait, ces belles marques-là, on a fait tout le travail de décortiquage des grains de sable sur la route de leur développement. Bon, sur la partie e-commerce, c'était pas le cœur du sujet, mais on a quand même évoqué le coût d'acquisition qui ont explosé, qui remettent sérieusement à mal le modèle des NVB, et qui a mis en fait en exergue l'importance d'avoir fait ça à ce moment-là, qui était le bon. Hein. Parce que il y a un an, c'était le sujet brûlant, le retail, en fait, pour les DNVB. Vu que les coûts d'acquisition explosaient, il fallait trouver des nouveaux relais de croissance et surtout de la rentabilité. Donc le retail était le sujet sur la table prioritaire. La difficulté d'une marque digitale à se déployer dans le retail, c'est que soit tu passes par des canaux qui sont déjà organisés, que des revendeurs ou des dépôts-ventes, des concept stores, soit tu le fais toi-même, et quand tu le fais toi-même, ça coûte une fortune. Voilà, le coût d'entrée pour aller faire sa propre boutique, il y a assez peu de marques qui peuvent se permettre de l'atteindre, même s'il y en a beaucoup qui le font. Il y a quand même 800 DNVB qui ont ouvert un point de vente l'année dernière. La scalabilité, enfin, le coût d'entrée, il est quand même sacrément élevé. Les loyers coûtent une fortune, il faut tout de suite des salariés pour couvrir toutes les amplitudes horaires, et donc il faut atteindre un volume de vente minimum pour pouvoir être rentable. Ceci dit, l'avantage de faire ça, c'est que tu vends en direct au consommateur. Donc déjà, c'est toi qui récupères la totalité de la marge. De deux, c'est toi qui gères ton expérience client, et donc qui va gérer ta satisfaction client de H que Z. Donc c'est c'était très intéressant. Les canaux revendeurs, les gros pain points des canaux revendeurs, c'est que c'est extrêmement cher en marge. Une marque, elle y laisse très rapidement plus de 50% de sa marge. Ça va jusqu'à des 70%. Et ça veut dire qu'en gros, si tu as une marque qui explose, qui cartonne parce que tu as un produit génial, tu fais une super com, et que ça cartonne du coup chez tes revendeurs, la majeure partie de la valeur qui a été créée, elle va dans la poche du revendeur. Et ça, tu vois, ça c'est forcément un frein, parce que du coup, ce qui te reste pour vivre, c'est pas grand-chose. Et de deux, généralement, le storytelling qui est important pour ces marques-là, pour réaliser des ventes dans des bonnes situations, chez les revendeurs, voilà, le produit se retrouve sur une étagère, quoi. J'exagère un tout petit peu, mais c'est souvent, tu n'auras jamais chez un revendeur la même type de contenu que tu as sur Instagram
au moment où le client il est devant ton produit, quoi. Voilà, j'ai jamais vu chez un vendeur en magasin sortir son téléphone, aller sur l'Instagram de la marque pour montrer les contenus, pour expliquer pourquoi c'est bien, etc. Puis en plus, ils le font pas parce que ils ont peur, les revendeurs, que le client se barre chez la marque directement. Voilà. Donc si tu veux, en fait, l'équation revendeur, inadressable, on peut rien faire. Voilà, c'est pas les marques qui vont changer les revendeurs sur ce truc-là. Donc on s'est dit, on va se concentrer sur le commerçant propre, parce que ici, là, au moins, on a les coups des franches. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire le cahier des charges du magasin idéal. Donc on s'est mis à bosser, et le premier argument qui est sorti, mais de manière simple, unanime, tout le monde, c'est l'emplacement. Le critère de succès d'un magasin, c'est l'emplacement. Donc en fait, déjà, une DNVB, quand tu la mets dans un top emplacement, déjà, t'as résolu une énorme partie de l'équation, en fait. Si t'es dans un bon emplacement, déjà, t'as une espèce de garantie de facto, comme quoi t'auras du flux qualifié. Si t'as des bons produits et que tu vends bien, dans des bonnes conditions, déjà, t'as des conditions de succès qui sont vachement simplifiées. J'écoutais un podcast il y a quelques temps là sur un des fondateurs de Kabaya. Donc il expliquait aussi sa démarche d'ouvrir des points de vente. C'est ce qu'il disait. Moi, finalement, il paye un gars qui... Ouais, il fait que ça, il cherche son top indice et il veut du top emplacement. Voilà, c'est son critère 1. On a écouté le même podcast, je pense. En fait, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il raconte que quand il a créé sa boîte, au début, il connaissait rien en retail, ce qu'il faisait du web. Il s'est dit, moi, je suis plus malin que les autres, je vais prendre un emplacement numéro 1 bis, et je vais faire venir du flux chez moi. Et il dit, c'est la plus grosse erreur que j'ai jamais faite de ma vie. Je me suis dit, ouais, c'est bon, les tontons du retail qui disent emplacement numéro 1, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Moi, je vais faire venir les gens. Et en fait, il était dégoûté parce qu'il s'est foutu dans un emplacement 1 bis et il voyait tout le flux passer au coin de la rue, mais jamais chez lui. Donc ouais, voilà, tu vois, effectivement, ça, c'est un acquis dur. Mais les emplacements numéro 1, c'est plus facile d'aller chercher à plusieurs que quand tu es tout seul. Et c'est là qu'on s'est dit, en fait, le magasin idéal, c'est des emplacements numéro 1 où en fait, on va y aller ensemble, en groupe, on va y aller à plusieurs. On va se rassembler à 2, 3, 30, 100 marques, pourquoi pas, et puis on va aller chercher des bêtes d'emplacements. En plus, aujourd'hui, il y a des opportunités dans le retail sur les emplacements qui sont assez faciles à faire sur ce type d'emplacement-là, parce que paradoxalement, pour une foncière, en fait, vendre ce type d'emplacement, il faut trouver des boîtes qui investissent sur des gros loyers, etc. C'est plus facile de trouver 100 marques qui vont se prendre 1% de ce loyer-là que d'en trouver une qui va prendre 100% du risque, tu vois. C'est beaucoup plus facile. Donc, on va aller chercher des emplacements numéro 1, on va le faire tous ensemble. 2, on va mettre dans cet emplacement-là la meilleure expérience client possible qui déchire tout. Et ça, c'est du Phygital. Parce que les marques du collectif sont toutes des marques qui savent raconter des histoires, qui ont compris l'importance de mettre leurs produits en situation, de voir, d'avoir des images pour comprendre à quoi servent les produits, pour donner envie de se les approprier, etc. Et ces marques-là, elles ont du contenu de folie. Tu vas voir sur leur Insta, toutes ces marques DNVB, elles ont du super contenu. Et en fait, t'imagines un concept de magasin qui est entièrement basé sur ce contenu-là, déjà, t'obtiens une folie. C'est-à-dire que les gens, ils vont venir dans le magasin, et en fait, ils auront accès à plein de produits, mais aussi, à chaque fois, au storytelling du produit, sans faire aucun effort. Du coup, là, pour le coup, ce sera des écrans, il y aura des systèmes de boutons, des techniques qui sont issues de la muséographie, etc., qui ont déjà été mises en place dans le retail, nous qu'on a déjà vu fonctionner, cartonner par ailleurs, donc on sait exactement où on va. Et le deuxième point, c'est on veut pouvoir offrir du choix. Un magasin crée une contrainte de non-choix, parce que du coup, les revendeurs ne vont acheter qu'une partie de ta gamme, en général les meilleures rotations, et du coup, au final, ils vont mettre en magasin, ils vont implanter uniquement tes bests. Donc au final, le consommateur, il a l'impression d'avoir du choix, mais en fait, c'est comme si tes parents, ils avaient choisi les fringues de ta garde-robe. Toi, tu as l'impression de choisir les fringues que tu vas faire utiliser pour t'habiller, mais à la fin, c'est quand même pas toi qui as choisi, tu vois. Et donc là, dans ce magasin, on va y mettre du choix, exactement comme sur Internet. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura des produits exposés, tu pourras voir, les toucher, etc. Tu pourras repartir avec, mais tu auras aussi 100% de toute
de tout ce que savent faire ces marques-là. Je prends un exemple avec une marque qui s'appelle Atelier Loupiote. C'est une jeune DNVB, Made in France, qui fait des luminaires qui sont absolument magnifiques. Et en fait, ces luminaires-là, déjà, ça prend une place importante quand tu veux bien les exposer en magasin. Donc du coup, le Figital là, apporte déjà du visuel, de mise en situation qui est beaucoup plus impactant qu'une boîte en carton posée sur une étagère. Mais de deux, en fait, ils ont plus de 100 refs en fait. Tu vas jamais mettre 100 refs en magasin. Mais toi, en fait, Adrien, ou peut-être, je t'ai pas demandé d'ailleurs si tu étais marié ou si tu avais une femme, etc. Je garde le mystère, tu vois, je suis un homme mystérieux. En imaginant que tu sois marié, peut-être que les goûts de ta compagne, en fait, c'est pas les produits qui sont en magasin. Peut-être que c'est un autre produit qui est pas là. Et chez un revendeur traditionnel, du coup, ta femme n'aurait pas ce choix de pouvoir choisir ce qui lui plaît. Et dans ce concept de magasin qu'on est en train de sortir, ce cahier des charges qu'on a rédigé du magasin idéal, il y a du choix il y a tout le choix qui est possible. Et en fait, ce cahier des charges, il était tellement génial qu'on s'est dit c'est bon, vas-y, on va l'ouvrir ce magasin, on va le faire. Et donc on a choisi un emplacement numéro 1 à Lille, sur la Grand Place. On peut pas mieux choisir, sur la Grand Place à Lille. Ah ouais, non, tu peux pas mieux faire en fait. Et on vise une ouverture en septembre. Voilà. Au début, on était combien de mètres carrés ? On est 170 mètres carrés. Au tout début, dans les groupes de réflexion, on était 4 ou 5 marques. Le temps de faire le cahier des charges, de boucler complètement le dossier, de lui donner quelque chose de concret, de mettre en place un studio d'agencement design qui nous fasse un parcours client génial, de tout roder, de mettre en place, de trouver un emplacement, etc. On a commencé à en parler il y a 1 mois et demi, complètement sur des réseaux off, c'est-à-dire bouche à oreille, amis, un peu d'Insta, etc. En 1 mois et demi, on est passé de 5 à 60 marques. Et on a lancé la com. Tu peux en citer quelques-unes ? Ouais. Et alors, il y a des marques comme Pimpan, il y a des marques comme Grain de Sel qui sont très connues. Pimpan, ils font partie de qui veut être mon associé. Et puis, tu as aussi des plus petits créateurs qui sont moins connus, mais qui ont des produits qui sont des tueries. Tu vois, tu as Le Cuisinier Français, par exemple, qui fait un couteau de cuisine, mais pliable, qui est d'une qualité extraordinaire. T'as des marques d'éco-design, il y en a une qui s'appelle Absolument, qui reprend des enceintes vintage et qui remet dedans un son moderne. T'as aussi Octavio qui propose des solutions de streaming et aussi des enceintes de top qualité. Enfin voilà, t'en as un paquet. Il y a alors Beauté Lingerie aussi, j'espère que je prononce bien le nom de sa marque, qui sont aussi des DNVB très très chouettes dans la place. Et puis tu as aussi des plus petites marques qui sont nées il y a moins longtemps, mais qui ont des comptes Insta qui ont explosé à 20 000, tu vois, à 20 000 followers, parce que le produit est génial, où ils ont fait une campagne de crowd, ils ont atteint 100 000 euros en 2 mois. Et tu vois, en fait, ces gens-là, ils méritent d'aller dans le commerce physique, mais ils ont aucune solution aujourd'hui pour le faire. Ou alors, ils vont chez des revendeurs et ils se font assassiner sur la marge. Et du coup, ils arrêtent parce que non, mais c'est bon. Ouais, ça tient pas, économiquement, c'est chaud. Et en fait, on a créé le premier magasin où les marques vendent en direct. C'est-à-dire que ce qu'on a créé, c'est un collectif où chacun vend en direct, sauf que tout est géré de manière uniforme. C'est des vendeurs qui seront du coup formés pour être des Roger Federer du Figital. Mais du coup, c'est des vendeurs à toi ou c'est la marque qui va envoyer ses propres ventes ? Ça fait partie de l'organisation du collectif qui s'appelle Place des Patronnes d'ailleurs. Alors patronne, c'est un peu le terme français qu'on a trouvé le plus proche de celui de DNVB. Tu vois, DNVB, c'est un terme américain, il y a personne qui comprend vraiment ce que c'est en France, enfin en tout cas Madame Michu. Et donc le terme patronne, c'est la marque indépendante qui se bat pour la meilleure expérience client possible, pour avoir des bons produits, pour un monde plus juste, pour de la transparence. C'est pour ça que ça s'appelle Place des Patronnes. Et donc dans ce concept-là, il y a une association au centre qui va gérer tout ce qui est mutualisé,
un petit peu, tu vois, comme dans les cabinets de médecins où tu vas avoir plusieurs médecins indépendants, puis il y a une asso qui va venir prendre le loyer et qui va mettre en place une secrétaire. Là, c'est le même principe, sauf que on gère le loyer, la force de vente et toute la partie digitale, donc les meubles, les écrans, la solution technologique, etc. Tout ça est mutualisé et réparti au prorata entre ce que chacun a besoin de prendre pour pouvoir bien vivre et bien se développer. C'est énorme. C'est donc début septembre, c'est ça, si j'ai bien noté. Ouais. Alors si Martine Aubry nous entend, la date exacte dépend de la mairie de Lille, puisqu'on a déposé tous nos dossiers, etc. pour les travaux, et là maintenant ça dépend plus de nous. Donc si elle nous entend, ouais, nous on aimerait bien ouvrir en fait pour la braderie 14 septembre. Donc voilà, je leur dis, Martine Aubry, pensez à nous, mettez-nous un bon petit coup de tampon. De sources sûres et sérieuses, elle écoute le podcast, donc le message est passé, Maxence. Génial. Ça devrait le faire. Merci Martine alors. Non, en vrai, je sais même pas. Je pense pas que ça soit elle qui gère le truc, tu vois, mais il y a un service urbain quelque part qui gère tous les dossiers de sécurité, les dossiers d'enseigne, etc. Et voilà, je sais qu'on est en juillet-août aussi, donc s'ils nous entendent, allez-y, mettez le tampon. Bon, du coup, moi, ce que je te propose, c'est... donc là, c'est notre premier épisode ensemble. On fait un deuxième épisode dans quelques mois, une fois que t'as lancé Place des Patronnes et que t'as un peu de feedback et de retour d'expérience. On se fait un deuxième épisode pour focusser sur ça. Ouais, avec plaisir. Alors, en l'occurrence, j'ai pas lancé Place des Patronnes, en fait. On a lancé Place des Patronnes. En fait, on l'a lancé vraiment tous ensemble, quoi. Et c'est ça qui est génial, c'est que c'est pas une boîte qui fait ça pour elle. Là, on fait ça parce qu'on a trouvé une manière de faire du commerce de manière physique qui soit, d'une certaine manière, un peu plus juste dans la répartition de la valeur, plus équitable, qui soit mieux pour le consommateur. Parce qu'au final, le fait de pouvoir venir en magasin, découvrir des top marques comme ça, il y en a certaines qui sont jamais dans le retail, mais qui sont des pépites. Bah c'est un énorme plus. Donc ouais, en fait c'est vraiment tu vois. Donc on reviendra pour le deuxième épisode de Place des Patronnes. Voilà. Et puis en parallèle on lance une chaîne YouTube pour raconter un peu toutes les étapes de la construction de ce magasin. Là il y a une première vidéo qui est sortie dimanche. Il y en aura plein d'autres et on veut vraiment raconter tout ce qui se passe à l'intérieur. On va aller jusqu'à diffuser les chiffres dont on a le droit de communiquer. On n'aura évidemment pas le droit de communiquer les chiffres des marques et ça c'est normal. Par contre le volume d'affaires de toute la boutique, tu vois, ça on va le faire. On va aussi communiquer le nombre de personnes qui passent devant la vitrine, le nombre de personnes qui rentrent. Alors, on est en train de créer un ovni, un retail. Et on souhaite aussi créer une patronne académie, voilà, pour aider des boîtes à mieux performer, à mieux s'équiper, tu vois, sur tous les plans. Que ça soit le plan déjà commercial, mais pourquoi pas merch. D'ailleurs, peut-être que tu pourrais faire partie des coachs, tu vois, de l'émission. Pourquoi pas financier. Tu sais, il y a des marques qui naissent parce qu'elles ont juste un talent extraordinaire, mais elles n'ont pas la compétence financière pour établir un business plan, une stratégie de financement, etc. Donc, ouais, ça c'est carrément dans le tube, mais ouais, y a Patron Academy, ça sortira aussi. Vous avez déjà à peu près une petite idée d'objectif de volume d'affaires un peu cible ou c'est encore un peu trop tôt? Vous avez posé des ambitions? Ouais, on a une idée, si tu veux. En fait, des magasins traditionnels sur ce type d'emplacement, on sait à peu près combien ils font de chiffre d'affaires dans les alentours. Tu vois, il y a un maison, pas un maison du monde, il y a un Nature et Découverte qui est juste en face. Donc on a des idées. Là où on n'a aucune idée, c'est que on est un concept avec du phygital. Donc on a une part d'objectif qui est de réussir à faire minimum 50% de chiffre d'affaires en phygital. Donc en fait on a fait 3 hypothèses, voilà, la pire, la meilleure. Ce que je peux dire c'est que la pire de toute façon elle est au moins au minimum égale à un magasin traditionnel, voilà. Donc non en fait elles sont quand même très optimistes parce que l'énorme avantage, c'est que dans les 60 marques, t'as aussi quelques très beaux tracteurs, t'as des super belles marques qui ont une belle histoire. Et ça, aujourd'hui, les gens d'aujourd'hui, ils aiment ça, les histoires. Ils ont envie de ça. Ils ont envie d'histoire, mais surtout qu'on les bullshit pas.
Tu vois, les pubs à la télé, moi je ne peux plus les regarder, ça m'insupporte. Là, ces gens-là, quand tu regardes leur Insta, la plupart du temps, c'est eux qui font leur contenu eux-mêmes, tu vois. C'est plus authentique, c'est plus naturel, et c'est ça que les gens ils veulent aujourd'hui, plus d'authentisme, plus de naturel, et voilà, c'est ce qu'on va faire. Donc ça va cartonner, voilà, c'est écrit. Bah écoute, j'en doute pas, mais c'est vraiment un super projet, donc c'est top. En tout cas, j'ai hâte d'être à la braderie et de passer une tête, parce que je sais que vous allez ouvrir en temps et en heure, donc ça c'est cool. Bah oui, parce que Martine écoute ton podcast. Par contre, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui connaissent Martine, allez-y, hein. On veut bien son numéro. On le mettra dans les commentaires sur LinkedIn, voilà. Bah, il y a aucune raison qu'elle bloque ce genre de projet, tu vois. Je pense que le commerce en centre-ville, je vais pas dire qu'elle a tout fait pour essayer de le développer. Je le dis un peu avec le sourire, mais ça devient quand même une vraie préoccupation, tu vois, des instances politiques, le commerce en centre-ville. C'est une vraie préoccupation. Là, on apporte aussi de ce point de vue politique-là quelque chose qui en plus, ça vient redynamiser les centres-villes. Deux, c'est avec du commerce responsable. Et trois, avec du développement social, économique et solidaire. Tu vois, il y a quand même dans les DNVB, on a des DNVB qui font travailler des ESAT, qui font travailler des jeunes en réinsertion. On a des histoires, mais qui tépotent. Ouais, je pense que tu vois, c'est toutes ces bonnes raisons qui me font dire que ça va cartonner début septembre. À toucher du bois, on l'espère. J'ai hâte. Maxence, je vais être honnête, je suis un peu embêté. En fait, le problème avec toi, c'est que dès que je te pose une question et que je t'écoute, je peux t'écouter pendant des heures parler de retail et tout ça. Donc, je pense qu'au début, on s'était mis l'ambition là, de faire un podcast de 40 minutes. Là, je pense qu'on a explosé les compteurs. Donc, va falloir que tu cut, hein. Ouais, de ouf. Allez, je vais te proposer de poser la conclusion, parce que souvent, dans les épisodes, je pose la conclusion, mais elle est jamais aussi bien que celle de mes invités. Donc, j'ai envie de te laisser le mot de la fin. Écoute, moi, j'ai une conclusion à te proposer. C'est que je me suis passionné pendant 15 ans pour le monde du commerce physique. C'est un monde auquel j'ai acquis la certitude que c'est un monde extraordinairement puissant pour du développement commercial. Et absolument pas un monde qui est en train de mourir, même si aujourd'hui tous les traditionnels tirent clairement la longue. C'est un monde qui est extrêmement fort et riche en potentiel. Mais par contre, il faut réinventer quelque chose qui soit adapté au monde d'aujourd'hui. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Le monde d'aujourd'hui, c'est quoi ? C'est un monde qui prend en considération qu'en fait, une jeune marque, elle n'a pas forcément besoin d'un intermédiaire pour pouvoir bien exister et vivre. Hein, c'est ce que Internet nous a prouvé ces 20 dernières années. Et donc ça, c'est chouette. Et moi, j'ai vraiment envie de les aider à porter leur message d'engagement, de responsabilité, de durabilité, parce que c'est important, ces marques-là, ces entrepreneurs qui se battent pour un monde meilleur, dans un monde physique où ils pourront mieux se développer, et donc plus être connus et qu'on arrivera à faire bouger les lignes. En fait, pour moi, on tient un nouveau mode de distribution physique avec un intermédiaire en moins, mais un intermédiaire qui a pas forcément le RSE, tu vois, en priorité absolue, tu vois. Alors que là, ces marques-là, c'est leur priorité, c'est leur ADN. Donc il suffit juste de les mettre dans le bon tremplin et on va y arriver. Donc au-delà de notre projet là qu'on est en train de porter avec ce collectif, je pense que c'est l'avenir du retail qui est en jeu. Et l'avenir du retail, c'est trouver un système qui fait que les jeunes marques sur Internet, mais aussi des marques plus développées, elles puissent trouver des relais de croissance qui soient sains, bons, et où elles se font pas absorber 80% de leur marge par des revendeurs de manière plus ou moins justifiée, tu vois. Donc ouais, c'est surtout ça, tu vois. Cette conclusion, c'est battons-nous pour un commerce meilleur pour ces marques qui le méritent vraiment, qui méritent de se développer dans des conditions qu'elles méritent. Top. Écoute Maxence, je te remercie beaucoup. Et puis je te dis à très bientôt alors. Bah ouais, avec plaisir. Franchement, merci pour l'invitation, Adrien. Et puis abonnez-vous à son podcast, les gars, parce que ça va dépoter.
Je vous dis encore merci pour votre écoute et surtout à très bientôt pour un nouveau rendez-vous dans Pour toutes ces bonnes raisons. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos linéaires et continuez à nourrir votre passion. Et je vous fais un petit rappel, chaque épisode sort un jeudi sur 2. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes.